Bonjour Monsieur le Premier ministre et merci de nous faire l'honneur de venir à Dauphine pour débattre avec les étudiants de l'actualité politique. Je vais commencer par une présentation de votre carrière politique. Vous êtes considéré comme l'un des capitaines du PS ou éléphant du PS, c'est selon, à l'époque où vous étiez à la tête de la gauche. Vous vous décrivez volontiers comme un austère qui se marre. Votre carrière politique commence en 1963 lors de votre entrée à l'ENA dans la promotion Stendhal. 2 ans plus tard, en sortant de l'ENA, vous décidez d'entrer au Quai d'Orsay comme secrétaire des Affaires étrangères où vous êtes affecté à la direction de la coopération économique. Vous choisissez 5 ans plus tard d'abandonner votre carrière de diplomate pour devenir professeur d'économie à l'IUT de Sceaux. C'est en 1971 que vous adhérez au Parti socialiste et vous entrez en 1973 au bureau exécutif et devenez secrétaire national à la formation. Vous grimpez pas à pas les échelons du PS et en janvier 1981, à l'occasion du congrès de Créteil qui désigne François Mitterrand comme candidat à l'élection présidentielle, vous êtes élu premier secrétaire du parti, mandat que vous conserverez jusqu'en 1988. C'est justement en 1988 que vous accédez à vos premières fonctions ministérielles. Vous devenez ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports du gouvernement de Michel Rocard. Vous êtes reconduit en 1992 dans le gouvernement d'Édith Cresson. Fort de votre expérience de ministre, vous décidez de passer aux choses sérieuses. En 1995, vous vous présentez à l'élection présidentielle et malgré votre bon score au premier tour, Jacques Chirac est élu. Vous reprenez alors la tête du PS et après la victoire de la gauche plurielle aux élections législatives de 1997, vous êtes nommé Premier ministre et découvrant ainsi les joies de la cohabitation. À la tête de la majorité plurielle, vous contribuez notamment à la mise en place des 35 heures et des emplois jeunes. En 2002, vous êtes à nouveau candidat à l'élection présidentielle et après avoir été écarté à l'issue du premier tour, vous annoncez votre retraite de la vie politique et démissionnez de vos fonctions de chef de gouvernement. Depuis 2002, vous avez publié 2 livres, Le Monde comme je le vois en 2006 et L'Impasse en 2008. Un jospiniste aujourd'hui, c'est aussi rare qu'un canard mandarin sur l'île de Ré. C'est la phrase culte que vous avez prononcée dans le film Le nom des gens de Michel Leclerc, où vous incarnez votre propre rôle. Vous devenez en quelque sorte en 2010 un intermittent du spectacle. Alors on peut se demander si acteur serait pour vous un nouveau métier pour une deuxième vie, mais à cette question vous répondez non, je suis le comble de l'intermittent du spectacle, je joue une seule fois. Donc je vais maintenant laisser la parole à Basile et à Charlie. Merci. Donc, tout d'abord, est-ce que vous avez un commentaire ou une remarque à faire sur la présentation qu'a fait Guillaume ? Dans sa densité, ça me paraît exact. À une petite nuance près, c'est qu'après le premier tour de l'élection présidentielle de 2002, je n'ai pas démissionné de ma fonction de Premier ministre, mais le président, j'ai gardé mes fonctions de Premier ministre jusqu'à l'élection ou la réélection de Jacques Chirac au 2e tour, et ensuite, normalement, institutionnellement, un Premier ministre a été choisi par Jacques Chirac, Jean-Pierre Raffarin, et à ce moment-là, je suis parti. Très bien. Alors, on va commencer par un petit jeu. Vous devez répondre brièvement aux questions qu'on va vous poser, mais on va revenir sur chaque thème après plus longuement dans la suite du débat. Ça vous va ? Bon. Alors, concernant l'affaire Wikileaks qui fait la une de l'actualité en ce moment, donc vous seriez plutôt pour la transparence totale ou le secret diplomatique ? Je suis entre les deux. Je ne suis pas pour la diplomatie secrète. Je pense que les peuples, en tout cas dans les pays démocratiques, ont besoin d'être informés non seulement sur les grands choix de politique internationale de leur pays, mais aussi sur les mises en pratique de ces choix. Donc je considère que la diplomatie secrète appartient à l'Europe d'avant Metternich, si vous voulez. Je ne suis pas non plus pour une transparence totale, dans la mesure où les États, les organisations internationales doivent pouvoir conduire des politiques dans certains domaines. Je pense par exemple à la lutte contre le terrorisme qui ne vont pas être étalées sur la place publique. D'accord. Je pense que c'est aux médias de faire en sorte, par leurs enquêtes, par leurs informations, que les citoyens soient éclairés. D'accord. On va y revenir plus tard. Donc, à propos des crises de la zone euro, qui est un peu l'autre affaire du moment, vous seriez plutôt pour sortir de l'euro ou sortir des 35 heures, comme l'a expliqué Gérard Longuet, le patron des sénateurs UMP ?
Ce n'est pas sa remarque la plus pertinente. Je pense que l'euro, aujourd'hui, n'est pas le problème. On y reviendra, si vous le voulez. Le problème, c'est les dettes d'État, c'est les déficits publics. Il faut savoir pourquoi ils ont eu lieu, mais que ça n'est pas le problème, que s'il n'y avait pas l'euro, les spéculations se feraient non seulement sur les dettes, non seulement sur les déficits publics, mais aussi sur les monnaies nationales, qui seraient dans des dévaluations compétitives qui d'ailleurs ne serviraient à rien, puisque les avantages comparatifs s'effaceraient progressivement. Vous êtes plutôt pour des plans de relance ou des plans de rigueur maintenant en Europe? Je ne suis pas pour l'addition des plans d'austérité. J'ai d'ailleurs écrit un article dans Le Monde avec un économiste bien connu, Michel Aglietta, économiste de la régulation. Donc je pense que l'addition des plans d'austérité aujourd'hui est un contresens économique et qu'il risque d'enfoncer l'Europe dans une stagnation longue. Et pour l'aide européenne, vous préféreriez qu'elle se fasse par intermédiaire de la BCE ou du FMI? Ça dépend. Vous me demandez de répondre brièvement à des questions complexes, ce qui prouve que l'art des questions est plus aisé. Je pense que ça doit se jouer sur des plans différents. Je pense que de toute façon, les États doivent reprendre la main devant les marchés. L'endettement public et les déficits publics, en tout cas leur explosion, vient de la crise financière, des plans de sauvetage et des plans de relance. Et penser qu'on va trouver un ajustement sur l'économie réelle et contre les peuples et les citoyens me paraît être une erreur et de diagnostic et de thérapie. Donc je pense qu'il faut que la question des dettes publiques soit posée au sein de l'Union européenne. Maintenant, on va passer aux questions en tant que telles. Donc nous allons parler de Wikileaks, puisque c'est vraiment la grande actualité du moment. Que pensez-vous d'un tel déballage de toute la diplomatie américaine? Pensez-vous que c'est dangereux ou nécessaire? Vous avez déjà à peu près répondu, mais plus profondément. Je constate déjà une chose, c'est que, indépendamment de ce qui peut sortir sur le net, en fait, c'est par une mise en forme par de grands journaux américains et européens des révélations du hacker qui a pénétré un certain nombre de réseaux et qui a donné des informations. C'est par une mise en forme, un ordonnancement de ces informations qu'on peut comprendre et qu'on peut éventuellement, quelles que soient les sources de ces divulgations, qu'on peut comprendre de quoi ils retournent. Ce qui prouve que le rôle de la presse en tant que média organisé, réfléchissant, est absolument essentiel. Je pense que le fait que ça vienne d'une intervention d'un individu qui dévoile des réseaux pose des problèmes et que ce n'est pas de cette façon qu'il faut aborder la question de la transparence. Mais donc vous soutenez l'initiative du Monde de divulguer tous ces documents? Je crois qu'ils sont dans un double jeu, en quelque sorte. Ils affirment le rôle irremplaçable de la presse. Ils ont raison par rapport à, à la profusion, l'immédiateté, la non-contradiction, la non-vérification des informations et des sources. Et en même temps, ils se servent de ce matériau hasardeux, disons, pour eux-mêmes nourrir leurs publications, comme on le voit chaque jour dans le monde. Il est quand même normal qu'un ambassadeur américain à Moscou écrive des télégrammes au département d'État, à son ministre des Affaires étrangères ou au président pour dénoncer ou décrire plus exactement les liens qui existent entre certains groupes mafieux et le pouvoir politique. Est-ce qu'il est utile que cela soit déballé de cette façon sur la place publique? La presse internationale pouvant elle-même mener, dans des conditions difficiles, c'est vrai en Russie, ses propres enquêtes, la question mérite d'être posée. Une autre grande actualité de ces dernières semaines, c'est la Corée du Nord qui a lancé des missiles sur la Corée du Sud. Dans le cas d'une vraie guerre, est-ce que vous pensez que la France doit aller aider la Corée du Sud contre la Corée du Nord? Pour le moment, la France n'a pas d'ambassadeur en Corée du Nord. Elle est d'ailleurs distincte d'autres pays européens.
Pardon ? Sarkozy a envoyé Jack Lang pour essayer de donner des liens. Je ne sache pas que Jack Lang y soit resté. Ah oui, mais... Donc il n'est pas devenu D'accord. ambassadeur. C'est sûr. Mais... Il était un envoyé. Bon, vous savez très bien que la séparation de ce peuple coréen en deux États est ancienne. Elle est à la fois une séquelle de l'occupation japonaise qui a duré presque 40 ans en Corée du Nord, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et des débuts de la guerre froide. La guerre de Corée de 50 à 53 a provoqué la coupure entre ces deux États. Depuis, ces deux États ont beaucoup évolué, parce que l'un, la Corée du Sud, s'est progressivement, tardivement, mais progressivement démocratisé à partir de la fin des années 80 et est entré dans un développement économique extrêmement rapide, alors que l'autre s'est enfermé dans un stalinisme exacerbé, maladif, et a éteint le développement économique possible, imposé des souffrances à son peuple, tout en préservant suffisamment de ressources nationales pour alimenter une industrie de défense et une armée menaçante. Il faut donc être très attentif à ce type de régime. On peut être sûr que la Corée du Nord ne tiendrait pas si elle n'avait pas la protection de la Chine. La Chine est face à des décisions difficiles. Elle n'approuve pas les excès de ce régime. Un tel pays à ses portes est aléatoire, mais pour le moment, semble-t-il, elle préfère un État tampon de ce type plutôt que de voir le Sud, dans une Corée réunifiée, c'est-à-dire un régime démocratique très proche des Américains, se trouver directement à sa frontière. Pour le moment, elle estime que la préservation du régime de Kim Jong-il lui paraît préférable. Il faut souhaiter qu'à partir du moment où la Chine assumera des responsabilités mondiales plus grandes, elle évolue sur ce terrain. Ça serait la meilleure façon de résoudre progressivement cette division en deux qui est extraordinairement anachronique, surtout depuis la chute du mur de Berlin. D'accord. Une autre question internationale. On a appris hier que les Américains n'exigent plus d'Israël le gel de la colonisation pour poursuivre vers un accord de paix au Proche-Orient. Qu'est-ce que vous pensez c'est un peu un recul de Barack Obama sur cette question? C'est évident que c'est un recul. Je crois que c'est une erreur. Cela témoigne que la dissuasion peut se faire du faible au fort, et en l'occurrence, la dissuasion politique, je parle. Et en l'occurrence, elle se fait plutôt d'Israël vers les États-Unis. Les déclarations de Barack Obama, candidat puis tout jeune président ou tout nouveau président, avaient suscité de l'espoir que cette très vieille question aussi, séquelle, là aussi, de la guerre, à la fois de ses horreurs et de ses modes de règlement, que cette très vieille question israélo-palestinienne, qui avait commencé à être traitée de façon intelligente à l'époque de Begin et d'Arafat. Donc ces déclarations et ces intentions de l'État américain avaient soulevé un espoir. Il faut bien dire que cet espoir est retombé. Et là, le problème, c'est qu'on a affaire à deux... comment dirais-je, à deux violences réciproques. La violence directe, oui, en tout cas verbale et parfois directe, du Hamas, qui justifie les inquiétudes d'Israël pour sa sécurité et son refus, en tout cas qui sert d'argument, son refus d'entrer dans une négociation. Et il est vrai que depuis qu'une partie du territoire palestinien est sous le contrôle du Hamas, les choses sont devenues plus complexes. Et en même temps, l'attitude d'Israël, souvent brutale, la poursuite de la colonisation contre les lois internationales, contre les résolutions de l'ONU, la façon extrêmement brutale aussi dont elle est intervenue à Gaza lorsqu'il y a eu le conflit avec le Hezbollah, sert de prétexte ou d'argument aux éléments les plus durs dans le monde palestinien pour refuser la discussion. Et je pense que tant qu'on restera prisonnier de ces forces les plus extrémistes du côté palestinien
et d'un gouvernement dont le centre de gravité est désormais très à droite en Israël, il y aura peu d'espoir de voir cette question évoluer. Et je pense que c'est ce que signifie cette provisoire, peut-être, renonciation américaine à demander le gel des colonies dans les territoires palestiniens et à Jérusalem. D'accord. Bon, on va revenir un peu plus proche de nous. On va parler de l'Europe. Donc, après la Grèce, c'est l'Irlande qui a dû faire appel à l'aide internationale. Et il y a des doutes sérieux qui planent sur l'Espagne et le Portugal. Et on en a parlé des plans d'austérité qui traversent aussi toute l'Europe, notamment en Angleterre, hein, très sévères. Donc, est-ce que l'euro va pouvoir survivre à cette crise de la zone euro en général et de l'Union européenne plus largement? Et si oui, comment? Je n'en sais rien. Aujourd'hui, je ne peux pas vous donner une réponse certaine. Je pense personnellement que ceux qui mettent en cause l'euro dans cette crise aujourd'hui, ou qui disent que sans euro, la situation de l'Europe serait meilleure, se trompent. Je pense qu'ils ont tort. La spéculation des marchés et les jugements portés par les agences de notation ne visent pas d'abord l'euro, même si ça peut ensuite avoir des conséquences pour l'euro, mais visent la dette des États, visent leur déficit public et le manque de confiance qui est le leur, marché, dans la capacité de ces États à rembourser leurs dettes. Du coup, la dégradation des notes de ces États résultant justement de la spéculation des marchés réenchérit les taux d'intérêt auxquels les États peuvent emprunter et nourrit par là même la méfiance. Donc la question, à mon avis, centrale sur le terrain monétaire et financier qui est devant l'Union européenne n'est pas celle de sa monnaie, elle est celle de ses dettes, de ses déficits et de la façon dont elle aborde la solution de ces problèmes réels. Je ne crois pas que c'est par des plans d'austérité qu'elle résoudra cette question. Je pense que c'est par un traitement progressif, par un retour progressif à l'équilibre. Et je pense aussi que, sans jouer les oiseaux de mauvais augure, je n'aime pas ça, je pense aussi que la question des dettes d'État, des dettes souveraines, doit être posée en tant que telle. Mais cette crise-là, elle survient en pleine crise mondiale, mais est-ce que vous ne pensez pas aussi qu'il y a un problème au point de vue de la manière dont on a fait l'euro, parce qu'il n'y a pas de gouvernance économique commune J'ai confirmé, quand je suis arrivé à la tête du gouvernement en 1997 au traité d'Amsterdam, l'engagement de la France à faire l'euro. À ce moment-là, les autorités européennes, et notamment la Commission européenne, me demandaient que le gouvernement français respecte le critère des 3% de déficit public immédiatement, alors que nous étions au-dessus. Nous étions au-dessus, c'était l'héritage du gouvernement précédent, du gouvernement d'Alain Juppé. Nous étions sensiblement au-dessus, pour ceux qui connaissent ces questions de près, ça devrait être le cas ici, parce qu'on avait utilisé en plus un expédient, une soulte, qui permettait artificiellement de réduire le déficit public. Avec Dominique Strauss-Kahn, qui était mon ministre de l'économie et des finances, et aussi Martine Aubry, qui, tout en ayant le pôle social en responsabilité, était associé aux décisions de politique économique que je proposais au gouvernement, nous avons dit aux autorités européennes, non, nous ne voulons pas entrer immédiatement dans les clous au risque de casser la croissance. Nous voulons rétablir la croissance et nous irons progressivement vers le respect des critères dits de Maastricht. Pourquoi ce respect des critères dits de Maastricht? D'abord parce que ces critères avaient été ratifiés par le peuple français, pas simplement pris par un gouvernement, quand François Mitterrand avait obtenu de justesse la ratification du traité de Maastricht. Et ensuite parce que ces critères sont finalement des critères de bon sens. On peut parfaitement comprendre que si un État s'endette progressivement au-dessus de 60%, 65%, 70%, 100%, 110%, 120%, on y est aujourd'hui en moyenne dans l'Europe, du PIB, on va vers un déséquilibre. Que si les déficits publics dépassent régulièrement les 3%, par définition, on crée de la dette, parce qu'il faut emprunter pour financer le déficit.
Donc ces critères sont des critères de bon sens, simplement la façon dont on